Écoutez, bonjour, on va débuter rapidement avec Michel. On a une présentation assez spéciale aujourd'hui. On voulait regarder avec mon collègue Michel, qui est un grand spécialiste de la formation pratique des stages. On voulait avoir un aperçu comment ça se faisait dans divers endroits. Au début, on voulait commencer petit, mais finalement, ça s'est agrandi. On s'est retrouvé avec une quinzaine de participants. Vous avez les participants à ce symposium, mini-symposium, vous avez reçu aussi un mail. Ce qu'on souhaiterait faire, c'est une brève publication pour amorcer une réflexion. Et quand je dis brève, au niveau du nombre de pages, c'était très bref aussi. L'idée, c'était de faire une première production, ce qui n'empêchait pas une deuxième production qui soit plus détaillée. Mais vous savez, la formation pratique, dans certains pays, il y a des documents de 1000 pages qui la présentent, mais si on fait 15 documents de 1000 pages, il n'y a personne qui va nous lire après. Puis on a quand même un souci de transfert de ce qu'on veut faire. L'idée, c'est de voir un peu quelles sont les différences entre les pratiques, quelles sont les similarités, quels sont les éléments très intéressants, puis quels sont peut-être les défis qu'on rencontre à gauche et à droite. Et puis peut-être que dans certains contextes, il n'y a pas de formation pratique, et là, ça donnera des idées pour mettre en place des choses. Alors, on a un temps serré, on a 5 minutes par participant, pas plus, et avec une période d'échange que l'on souhaite aussi à la fin. Donc, on a une première partie maintenant, il y a une pause. On arrête pour la pause et on reprend tout de suite après. Et la période d'échange sera vraiment avant l'heure du midi, où est-ce qu'on pourra échanger sur les défis, les éléments de comparaison, etc. Alors, Michel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que on va essayer d'entrer dans le temps. Alors, on va rentrer dans le temps. Donc, la première présentation, ce serait de la Côte d'Ivoire. Et vous avez un dossier qui s'appelle Stage, et c'est par nom de pays. Alors, et on a des gens de 15 pays différents. On a même eu des demandes de pays supplémentaires, mais il était un peu trop tard pour les rajouter. Donc, la Côte d'Ivoire, Mian. Oui, je suis là. Tu es là. Alors, voilà. Et c'est parti. Michel, il va contrôler le temps. OK. Avec les cartons, Michel. Bonjour, je suis Mian-Anton de la Côte d'Ivoire. Juste en 5 slides, vous présentez la formation des enseignants en Côte d'Ivoire. Le système éducatif, il y a 2 ministères. Il y a l'éducation nationale qui s'occupe de préscolaire, primaire, secondaire, technique. Et il y a l'enseignement supérieur qui s'occupe des universités, grandes écoles et grandes écoles de formation des formateurs. La formation des enseignants, la formation initiale, pour le primaire, ça se fait dans 14 CAFOP. Cette formation-là, les CAFOP sont gérés par le MINET, dans le ministère de l'Éducation nationale. Il y a un institut de pédagogie nationale pour l'enseignement technique, c'est tout géré par le MINET. Et tout ce qui est enseignement professionnel, pour l'enseignement professionnel, c'est l'IPNET. Bon, il y a eu un décalage. L'école normale supérieure s'occupe de tout ce qui est enseignement général, premier cycle, second cycle, et aussi des formateurs des CAFOP. Mais l'ENS est géré par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Maintenant, pour la formation continue est dirigée, sinon gérée par une direction du ministère de l'Éducation nationale qu'on appelle la DRPC. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, peut-être c'est venu un peu plus haut, les enseignants des établissements privés n'ont aucune formation initiale. Donc la formation initiale ici, c'est seulement pour les enseignants du public. Le privé, il n'y a pas de formation initiale. Mais leur formation continue est gérée par la DPFC du ministère de l'enseignement, de l'Éducation nationale de l'enseignement technique. Donc voici un peu comment se présente la formation. Les forces, il y a une politique de formation des enseignants du public. C'est-à-dire, le contenu est bien cadré. On sait que la formation est organisée, formation in situ, c'est-à-dire dans les centres de formation, et des stages qui sont aussi bien réglementés. Les stages se font pour le primaire, ça se fait dans les écoles primaires. Pour le secondaire, ça se fait dans les écoles secondaires publiques. Et comme je l'ai dit, l'enseignement privé, ils n'ont pas de formation initiale. Mais maintenant, pour la formation continue aussi, il y a une politique, il y a une direction
charge de la formation continue des enseignants. Cette formation continue, heureusement, elle prend souvent en compte les enseignants du privé. Mais le nombre d'enseignants du privé dans le secondaire est généralement plus grand que celui des enseignants du public. Alors, quels sont les défis? Il y a deux grands défis que j'ai notés. Le premier défi, c'est la quantité d'enseignants. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un manque d'enseignants. Dans tout ce qui est le primaire, le secondaire, il y a un manque d'enseignants. Et deux, la qualité de la formation de ces enseignants-là. C'est vrai, la politique, elle existe, le contenu est bien balisé. Maintenant, à la pratique, on se retrouve souvent dans des salles de formation sans matériel didactique, sans bibliothèque, sans accompagnement. Et là, actuellement, par exemple, depuis 1 ou 2 mois à l'ENES, il y a une grève qui fait qu'il n'y a plus de formation. Il n'y a plus de formation parce que, bon, les enseignants protestent contre les conditions de travail, les conditions salariales, ainsi de suite. Et quand je dis aussi quantité, la quantité aussi va toucher tout ce qui est enseignement privé. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose à faire au niveau de l'enseignement privé. Et deuxième élément, les TIC et formation des enseignants. Ici, je pense que le regard qu'on doit avoir quand je dis TIC et formation des enseignants, ce n'est pas forcément le regard ordinateur formation des enseignants. Parce que quand vous prenez notre pays, le taux de connexion à Internet, c'est 5 millions, entre 5 et 6 millions d'habitants qui ont une connexion Internet. Mais le taux de personnes qui ont un téléphone mobile, vous avez entre 20... à la Côte d'Ivoire fait 23 millions d'habitants. Sur les 23 millions, il y a 21 millions qui ont un téléphone mobile. Et aujourd'hui, avec les offres de données mobiles, beaucoup de personnes, et les offres de données mobiles et avec les téléphones mobiles intelligents, bas de gamme, chinois, ainsi de suite, beaucoup de personnes aujourd'hui ont accès à Internet via le téléphone mobile. Donc je me dis que, par exemple, le défi ici, pour tout projet qui penserait, par exemple, à former les enseignants en Côte d'Ivoire avec les TIC, il faut plus miser sur le couple téléphone mobile, Internet, en complément du couple sinon qui viendrait, qui serait complété par le couple ordinateur, téléphone mobile. Oui, merci beaucoup. Je pense avoir tout dit. On a du temps pour une question. Peut-être pour les prochains conférenciers, et ce n'est pas une critique, c'est une observation, si on doit avaler les acronymes de 15 pays différents, le repas du midi risque d'être difficile. Oui. Alors peut-être y aller avec des termes qui pourraient être génériques pour que les gens qui ne sont pas familiers avec l'ensemble des acronymes de chacun des pays. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Milan. Oui. Prochaine, la Suisse. Merci. Bon, alors avec Thierry, on est toujours confronté à des défis impossibles. Alors je me suis adressé à l'agence Tourisque, que vous connaissez peut-être. Et puis voilà, donc alors je vais essayer de retrouver mon... Parce qu'en Suisse, c'est pas facile, c'est cantonal en plus. En plus de ça, donc chaque pays... Alors, je voudrais bien me sortir de ce bordel. Suisse. Alors, affichage sur cette... là. Bon, alors, la première chose qui est extrêmement compliquée, c'est que la Suisse, ça existe comme ça sur le papier, mais dans la réalité, c'est extrêmement compliqué. C'est une confédération de 26 cantons, et chaque canton est un État. Et donc, les compétences cantonales sont largement prédominantes par rapport aux compétences fédérales, quoi. Donc, c'est la première chose. Alors, je vous rappelle vite une chose qui est un principe fondamental, qui va vous expliquer un peu comment fonctionnent les choses. D'abord, le système scolaire en Suisse, on a les compétences fédérales qui sont limitées, avec des spécificités cantonales qui sont extrêmement importantes et très fortes, quoi.
Il y a un système d'harmonisation qui est en cours depuis 1970-70 jusqu'au plan Armos, qui est le dernier plan d'harmonisation scolaire qui rend les cantons compatibles les uns par rapport aux autres, qui date de 2001-2007. Le système scolaire, en gros, fonctionne comme ça. Pour la Suisse, et pour la Romandie et pour le Tessin, donc pour la Suisse italienne et la Suisse romande, du côté alémanique, ça fonctionne encore autrement. On a 2 cycles de primaire, de 8 à 12 ans, un cycle du secondaire, qui est le secondaire obligatoire, qu'on appelle le secondaire 1, et qui est au fond ce qu'on appelle le cycle d'orientation, qui va jusqu'à 12 à 15 ans. De 12 à 15 ans. Après ça, le post-obligatoire, ils ont 3 voies possibles. Ils vont dans les écoles de formation professionnelle, avec des passerelles s'ils veulent revenir après vers l'enseignement plus général. Ils peuvent aller dans des écoles de culture générale ou des écoles de commerce. Ou bien ils font la formation gymnasiale, donc ils entrent au gymnase, qui est le secondaire 2, et qui leur donne accès à un diplôme de maturité, et le diplôme de maturité donnant accès directement à l'université. Ce dont se préoccupe la CDIP, c'est la conférence suisse des directeurs cantonaux des départements de l'instruction publique. Donc chaque canton a son département de l'instruction publique, avec un chef de département, qui est un peu l'équivalent d'un ministre de l'Éducation nationale au niveau cantonal. Ils ont une conférence qui les réunit, qui s'appelle la CDIP. Et donc, la CDIP, normalement, gère ou donne des directives uniquement pour l'enseignement obligatoire. Voilà. Alors maintenant, on peut aller dans la formation. J'ai essayé de faire quelque chose qui donne à la fois une vision de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. Il y a des réformes depuis 1990 qui visent à la professionnalisation des enseignants du primaire et de l'enseignement secondaire 1, qui vont par l'allongement de la formation, une formation d'au moins 3 ans, avec une universitarisation ou une tertiarisation de la formation. Donc ça, c'est la première chose. Un des points forts et qui est véritablement ancré aujourd'hui, c'est l'intégration de la recherche à la formation des enseignants. Une place centrale des stages et de la formation pratique, avec un taux qui est recommandé par la CDIP, d'ailleurs, qui est de l'ordre de 20 à 30% du temps en stage pour la formation, avec des difficultés. D'ailleurs, sur Genève, pour l'instant, c'est une catastrophe. Il y a une collaboration entre les institutions de formation et les milieux scolaires, et la réforme a visé aussi à faire des évaluations en termes de niveau de compétences, et donc il y a eu un gros travail sur l'évaluation qui était refait. En 95, on crée les hautes écoles pédagogiques, coordonnées par la CDIP, donc la conférence intercantonale des chefs des départements d'instruction publique. Une fusion des HEP en 2013. Il y a aujourd'hui 15 HEP en Suisse, dont une HEP curative, donc pour tout ce qui est formation pédagogique curative, orthophonie, en fait, tout ce qui est de cet ordre-là. Alors, première chose extraordinaire, c'est que normalement la CDIP prévoit que la formation va se faire dans les HEP, mais aussi dans les universités. Alors, on a des choses très extraordinaires. Il y a une HEP à Fribourg, une autre école pédagogique, mais il y a une école de formation des instituteurs et des enseignants au sein de la faculté des lettres de l'université de Fribourg. Donc voilà, donc, il y a déjà... Bon. C'est bien, mais enfin vous savez déjà les principes, donc vous voyez déjà que c'est compliqué et que rien n'est simple. Alors, en gros, que ce soit le primaire ou le secondaire, les branches sur lesquelles sont formés les gens sont toujours les mêmes. Les sciences d'éducation, les didactiques propres au degré et aux didactiques des disciplines. Il y a des formations vraiment de pratique professionnelle, et il y a effectivement un aspect qui est très important au niveau du lien avec la recherche et le domaine d'enseignement. Je vous donne un exemple. Sur la formation des enseignants du secondaire 1 à Genève, où c'est très particulier parce que Genève il n'y a pas de HEP, mais c'est vraiment un institut universitaire qui s'appelle le LUF, l'Institut universitaire de la formation des enseignants, qui gère l'ensemble de la formation des enseignants du primaire et du secondaire. Au niveau du secondaire, les futurs enseignants du secondaire 1 ont à la fois sont éduqués
à la recherche, sont formés à la didactique, mais aussi à la recherche sur la didactique elle-même, dans cette optique-là. Alors j'ai en descriptif très complet à la fois de la situation de l'Université de Genève et du Louvre, mais je ne vais pas vous la donner parce que l'Institut universitaire de formation des maîtres pour le primaire et pour le secondaire, mais je ne vais pas vous le mettre là-bas parce que je pense qu'il me reste 15 secondes, mais si vous voulez, tout est dans le transparent suivant. Voilà, donc ils pourront circuler, et voilà. Mais je pense qu'il est temps. Voilà. Vous avez eu l'essentiel. Merci. Merci à Daniel pour son exploit. Madame, le Brésil maintenant. Je voudrais bien sortir de ça. Je pense que ce qui va ressortir de chacune des présentations, c'est que c'est compliqué la formation pratique. Je voudrais bien vous sortir de là, mais je ne sais pas très bien. Escape. Premier bouton Ah, voilà. à gauche. Voilà. Et c'est la suite? Non, alors je vais vous le fermer là. Ensuite, on clique sur Brésil. C'est la suite, là? C'est la suite. Non, il faut le sortir. Hein. Ouais, Voilà. ça, Voilà, rouge, et puis voilà, Brésil. Cliquez sur la petite télévision. Voilà, petite télévision. Bonjour, je vais vous parler un peu de notre système de stage. Je vais parler que du stage. Il est important de comprendre qu'au Brésil, nous avons un cadre normatif très complexe en ce qui concerne les stages, surtout parce que nous avons eu beaucoup de problèmes avec les étudiants dans des situations très précaires. Donc, il y a une préoccupation énorme en ce qui concerne les stages. Non seulement les stages des étudiants universitaires, mais les stages également dans les lycées, des lycéens. Nous avons deux systèmes. Grosso modo, le premier modèle, c'est les modèles que nous avons partout dans les pays. Et nous avons des expériences dans un second modèle. Le premier modèle prévoit la moitié du temps dans des disciplines, je parle de l'université, notamment du cours de l'éducation en pédagogie, et même dans d'autres disciplines, n'est-ce pas? Nous avons les théories, les disciplines théoriques, 50% du temps, et les disciplines pratiques, disons de projets, au moins 5 heures minimum et 300 heures, minimum 300 heures. L'habitude, c'est 400 heures, mais 300 heures minimum de stage. Ça, c'est les modèles que nous avons. Et nous avons, il y a quelques années, un autre modèle qui commence à surgir. Nous avons une université à São Paulo et au district fédéral. On commence à penser à une université locale avec un système différent. Toutes les disciplines, les étudiants feront la pratique à l'école. Donc, c'est chaque discipline, la théorie et les stages. Donc, il y a 2 parcours de formation pratique. Ce premier modèle, n'est-ce pas? L'étudiant universitaire, il est à l'école, il a sa discipline, donc des disciplines tout à fait théoriques, d'autres pratiques, et il va dans les systèmes éducatifs. Après, il s'adresse à l'école, dans la salle des classes, et ensuite, il revient en classe pour discuter tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a vu. Ça, c'est le premier modèle. Dans le second modèle, non. Il est dans la discipline, dans toutes les disciplines, il va décider toutes les semaines un problème et il va résoudre ces problèmes à l'école. Donc, dans toutes les disciplines, il est dans l'école. On a ce système à São Paulo, dans une université. Mon regard comme professeur du système éducatif. Moi, je suis professeur du système éducatif, je reçois des stagiaires. Ce n'est pas rémunéré. On travaille, on ne connaît pas les professeurs universitaires. On reçoit les étudiants qui arrivent, qui ne savent même pas ce qu'ils vont observer en classe. Ils arrivent perdus de temps en temps, d'abord dans la bureaucratie, parce qu'ils doivent remplir des tas de listes, des papiers, tout ça. Et puis, on doit les guider dans l'observation. Vous allez m'observer et vous devez observer. Ils ont un protocole, mais attention, dans votre protocole, vous devez venir au moins avec quelque chose pour noter. Des fois, ils arrivent chez nous complètement perdus et ils restent au moins 30 heures. Après, on n'a pas un feedback, on n'a pas de feedback de ce qui s'est passé.
on se rend compte que les classes, les étudiants, quand les stagiaires est ouvert, ils travaillent, on a vraiment des échanges, ça marche. Des fois, les stagiaires est très distants et puis ils restent là, il n'y a aucun rapport avec nos autres. Donc, ils partent et puis les étudiants, ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Donc, il y a cette rupture école-université. Et pour finir, on a des expériences différentes, mais en service au Brésil. Nous avons commencé à travailler ce qu'on appelle des programmes des résidents universitaires, mais l'étudiant ayant fini les cours universitaires, pas en situation de stage. C'est tout. Merci. Merci Denise, très clair et simplifié. Balthazar Fiamma Ngoy, la République démocratique du Congo. Balthazar devient tout droit de Lubumbashi, qui est une petite languette dans le sud de la RDC, presque en Zambie. Oui, je pense que c'est ça. Voilà, formation pratique des enseignants, regard sur le système de la RDC. Le plan de l'exposé, bon, ça paraît très détaillé, mais je vais résumer les choses parce que j'avais prévu pour 15 minutes, comme on l'a dit, mais maintenant c'est 5 minutes, on va résumer les... Voilà. Résumer les résumés. Oui, on va résumer les résumés. D'abord, les systèmes, introduction, les systèmes éducatifs congolais. Comme vous le savez, le Congo a été colonisé par la Belgique et le système éducatif n'a pas été fabriqué par les Congolais eux-mêmes. C'est un système importé et qu'on essaye d'adapter aux besoins du pays. Il a évolué, il y a eu plusieurs réformes durant l'époque coloniale, des réformes en 61, juste après l'indépendance. L'UNESCO est venu au secours de la RDC. Et voilà. Alors, en ce qui concerne la formation pratique des enseignants, il y a plusieurs points. Durant l'époque coloniale, il y avait des écoles d'apprentissage professionnel, d'apprentissage pédagogique plutôt de 2 années. EAP, on appelait ça EAP. C'était pour former les enseignants qui devaient donner cours à l'école primaire, au degré élémentaire, première et deuxième année. Et après, on a fait une réforme en 1948, la réforme de l'enseignement, et on a demandé que l'on forme cette fois-ci les enseignants dans les écoles normales. École normale de 3 ans et puis école normale de 4 ans. Pour former des enseignants à donner cours dans degré élémentaire, degré moyen. Les degrés supérieurs, 5e et 6e, c'était les enseignants belges qui donnaient cours. Alors, à l'indépendance, quand les troubles ont éclaté, les enseignants belges sont partis et le pays a traversé une véritable crise dans le domaine de l'enseignement. C'est ainsi que l'UNESCO et d'autres pays sont venus réformer le système congolais. C'est alors qu'on a créé une école normale, l'école normale moyenne à Léopoldville, donc à Kinshasa, actuellement, l'ENM, qui est devenue plus tard l'ENS, l'école normale supérieure, avec 2 cycles, les premiers cycles et les deuxièmes cycles, pour former cette fois-ci les enseignants de l'école secondaire. Alors, entre-temps, il y a eu une autre réforme pour former maintenant, supprimer les écoles normales pour la formation des enseignants du primaire et créer les instituts pédagogiques. 6 années d'études. Donc, ce sont des instituts professionnalisés où ceux qui terminent dans ces instituts-là donnent cours à l'école primaire, à tous les degrés, degrés élémentaires, degrés moyens et degrés supérieurs. Et les écoles normales moyennes sont devenues, comme je l'ai dit, écoles normales supérieures. Et après, durant la réforme de 71, quand l'université a été, les universités confessionnelles et l'université officielle ont été transformées en une seule université, qui ont englobé aussi les écoles normales supérieures. C'est la fameuse réforme de 71 qui a donné naissance à l'UNASA avec un seul conseil d'administration. C'était un monstre, mais 10 ans après, le monstre pesait trop lourd. On a redonné les établissements
à leurs propriétaires. Et donc, dans la formation, moi, j'ai dirigé dans ces écoles normales NES qui sont devenues Institut supérieur pédagogique. J'ai dirigé l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi pendant 10 ans. Et effectivement, on a rencontré beaucoup de problèmes dans la formation pratique. Et le grand problème, c'est les stages. Sur le plan théorique, ça va. Nous avons, grâce à la coopération belge, coopération française, on a beaucoup d'enseignants. Mais le grand problème, c'est dans les suivis et les suivis des stagiaires. Et les écoles de stage, souvent, quand les stagiaires arrivent, les enseignants trouvent que c'est une période de congé pour eux, au lieu d'encadrer les stagiaires. Bon. Alors, lors de la cotation, parce qu'il y a une cotation qui doit être faite par les encadreurs de l'Institut et une autre cote qui doit être faite par les encadreurs de l'école de stage. Et quand vous voyez les cotes entre ces deux-là, c'est le jour et la nuit. Parce que l'encadreur de l'école de stage, lui, quand l'étudiant, au début, là, il encadre, puis après, il lui laisse la classe, lui, il fait autre chose. Comme récompense, il lui donne des cotes très élevées et qui influencent sérieusement la moyenne à la fin de l'année. Et ceux qui ont des bonnes cotes de stage, évidemment, les stages interviennent pour 30% et les cours pour 70%. Sinon, les étudiants avec les cotes de stage et de mémoire feraient tous de belles performances. Donc, c'est vraiment ces problèmes que nous rencontrons. Et pour l'enseignement, pour la formation des enseignants du supérieur, bon, jusqu'à présent, c'est les universités qui les forment. Les instituts supérieurs pédagogiques n'ont pas encore l'autorisation de former des docteurs. Voilà. Donc, mais pour les perspectives d'avenir, j'aimerais qu'au Congo, que l'on forme des masters pour donner cours à l'école primaire et des masters pour donner cours à l'école secondaire, comme c'est le cas en France, ici au Canada, aux États-Unis. Parce que jusqu'à présent, celui qui termine l'école secondaire, l'institut pédagogique, ben, il donne cours à l'école primaire alors que les connaissances ont évolué, la société a évolué. Il faut aussi des gens qui aient des connaissances élevées pour enseigner à l'école primaire, même à l'école maternelle. Je vous remercie. Adriana. Alors, on a la Colombie, le Niger et la Pause. Le Québec, Québec. On a Québec, je pense aussi. Je pense que le Québec viendra après la Pause. Oui, d'accord. Colombie, c'est ici. le Québec. D'accord. Merci. Alors bonjour, je vais vous présenter la formation pratique des enseignants. Cette présentation, je l'ai faite avec ma collègue Maria Mercedes Jiménez de l'Université d'Antioquia à Medellín. Alors, voici le système éducatif colombien. Vous voyez là, de l'autre côté, on a encore des écoles normales supérieures en Colombie, mais ces écoles normales supérieures sont chargées de la formation des enseignants pour l'école préscolaire et primaire, seulement dans les contextes ruraux ou semi-ruraux. Pour le reste, les enseignants en Colombie sont formés dans les universités, dans les facultés d'éducation ou les instituts pédagogiques. Donc tout ça est géré par un ministère national de l'éducation. Puis en Colombie, nous avons des départements. Donc chaque département, puis chaque ville aussi a des secrétariats de l'éducation. Donc c'est un système semi-décentralisé dont on va gérer les écoles, mais la formation des enseignants, c'est plutôt géré par le ministère national de l'éducation. Donc, pour ce qui est la formation, il y a 9 domaines de contenu prévus par la loi générale de l'éducation, que vous le voyez ici. Mais les universités sont très autonomes dans l'organisation de leur contenu. Donc, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de différences parmi les universités, je vais vous présenter aujourd'hui un cas d'une université. C'est l'université, la faculté d'éducation de l'Université d'Antioquia. C'est un exemple de la formation des enseignants en Colombie. Dans cette faculté, il y a 3 départements. Il y a le département de l'enseignement des sciences et des arts, il y a le département de l'éducation des enfants, puis il y a le département de pédagogie. Et dans tous ces 3 départements, nous avons 8 programmes de formation. La formation des enseignants en Colombie, c'est un baccalauréat
de 5 ans, alors 10 semestres. Ça, c'est en fait pour tous les baccalauréats dans tous les domaines. Donc là, on n'a pas vraiment de différence. Partout, on doit faire des baccalauréats de 5 ans pour avoir un diplôme professionnel, une licence. Puis, tous ces programmes-là sont constitués de cours de pédagogie, de didactique, puis de connaissances spécifiques ou de disciplines. Donc, je vais vous présenter la formation pratique plus spécifiquement. Et ça, je vous laisse lire, c'est un peu la conception qu'il existe de la formation pratique dans la faculté de la Universidad de Antioquia. Donc, dans le fond, on a une conception de la pratique pédagogique comme une question transversale. Les intensités de la formation pratique vont changer dépendamment du programme de formation. Donc, je vous ai dit, il y a 8 programmes. Donc, dans 5 de ces programmes de formation, les stages vont débuter les premiers 3 semestres de la formation. Mais dans d'autres programmes, les stages vont débuter vraiment à la fin, donc la dernière année de formation, ou les 3 derniers semestres. On va réaliser des stages pendant 40 heures par semaine, pendant 10 semaines. Donc, c'est pendant 3 semestres consécutifs que les enseignants vont aller faire des stages. Ils peuvent faire des stages dans des écoles privées ou publiques. Puis, eux, ils sont un conseiller des pratiques. C'est un professeur universitaire qui va guider toute leur formation pratique. Alors, ils participent dans un séminaire hebdomadaire de 4 heures. Donc, les séminaires, c'est-à-dire ils vont en stage, puis ils reviennent à l'université pour un séminaire, pour faire une analyse, une réflexion critique, confronter des expériences, etc. Puis, chaque semaine, ils vont aller dans les domaines pratiques entre 8 et 10 heures. Il y a 3 centres de pratique qui existent en Colombie. Il y a les pratiques dans les contextes scolaires, c'est-à-dire dans les écoles, dans les contextes non formels, c'est-à-dire dans des fondations, des organisations non gouvernementales, puis aussi ils peuvent faire des pratiques dans les contextes non conventionnels, dans les musées et les parcs. Et puis finalement, les enseignants, pour pouvoir se diplômer, ils doivent faire un projet de recherche, un mémoire de baccalauréat. Donc, ce qu'ils font, c'est pendant les séminaires, en allant à la formation pratique, ils vont trouver une problématique, vont créer un projet de recherche. Donc, c'est un projet, ils vont connaître un peu comment ça marche, la recherche scientifique aussi. Donc, ils vont faire des études, des récits biographiques, ethnographiques, études de cas, etc., pour présenter leur mémoire et la soutenir à la fin de leur formation au baccalauréat. Merci. Alors, on a une présentation avec le Niger, Modibo Koulibaly. Moi, j'ai pas de PowerPoint. J'ai mes idées. La formation pratique au Niger est organisée essentiellement par 2 grandes institutions. La première institution, ce sont les écoles normales d'instituteurs. Elles forment les instituteurs adjoints pendant 2 ans et leur profil d'entrée, c'est le BEPC, le brevet du collège. Et les instituteurs titulaires en 1 an qui ont comme profil d'entrée le bac. Donc, le but de la formation pratique au niveau des ZENI, c'est la professionnalisation de la fonction enseignante en passant d'un modèle théorique à un modèle axé sur l'articulation pratique, théorie, pratique, l'alternance. Donc, comme force essentielle de mon point de vue, ces ZENI disposent d'un guide de stage et ils ont 4 moments de sortie: le stage de sensibilisation,
le stage d'observation, le stage en pratique guidée et le stage en responsabilité. Et comme faiblesse, les difficultés dans la conduite des stages des futurs instituteurs adjoints ou instituteurs sont liées à la méconnaissance ou à la non-appropriation par les acteurs de leur rôle. Pour la deuxième étape, nous avons l'école normale supérieure qui forme les enseignants du secondaire. Au Niger, le secondaire recouvre 2 niveaux. Le premier cycle, les collèges, et le second cycle, les lycées. Donc, l'école normale supérieure, l'ENS, forme les enseignants du collège en 2 ans et ceux du lycée en 1 an. Et la grande faiblesse à ce niveau, c'est que l'école normale supérieure, à la différence des écoles normales d'instituteurs, navigue à vue. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de guide de stage. Et ce qui fait en sorte que les stages s'inscrivent dans une perspective d'évaluation. Le stagiaire manque d'autonomie. De ce fait, il a tout intérêt à se conformer à la norme. Comme hier, on nous disait, lors des présentations d'hier matin, il y a une bande dessinée qui demandait aux élèves d'essayer de faire exactement ce qu'il dit et de tâcher d'avoir plus d'autonomie et d'innovation. Bon, il y a une contradiction, puisque en essayant de se conformer à ce que lui, il dit et fait, c'est difficile déjà, ça entame l'autonomie des élèves, et ensuite ils ne peuvent pas être innovants. Donc dans ce contexte, le stage s'inscrit essentiellement dans une perspective d'évaluation. Et dans ce cas de figure, il ne peut pas constituer véritablement un moment de formation, puisque le stage est exclusivement disciplinaire. Du coup, l'apprentissage devient partiel, car l'approche disciplinaire ne permet pas de prendre en compte l'expérience de stage dans sa globalité. À mon sens, le défi majeur à relever, c'est de chercher à former des enseignants en didactique des disciplines. Et comme moment de sortie à l'école normale supérieure, il n'y a qu'un seul moment sur toute la durée de la formation des enseignants du collège ou des enseignants du lycée. Il n'y a qu'une seule sortie qui dure 1 mois. Et comme il n'y a pas de guide de stage, il n'y a pas d'objectif formel connu. Les stagiaires sont livrés à eux-mêmes. Ça revient en quelque sorte à la caricature de la formation. On les envoie dans des établissements, il n'y a pas de suivi. Et voilà. Merci à toutes et à tous. Alors c'est une pause et on se retrouve à 10h55 ici même pour la présentation du Québec, de l'Ontario, et ça suivra.